Nous, on pense qu'il y a surtout un pseudo-universalisme dont Manuel Valls et d'autres, on ne va pas tous les citer en effet, sont les gardiens ou se pensent comme les gardiens de l'esprit des Lumières, les gardiens de cet héritage qui serait très, très français. Et en réalité, quand on fait la généalogie, l'archéologie de ce pseudo-universalisme, on s'aperçoit qu'il se fonde sur un certain nombre de mythologies, en particulier par rapport à l'histoire de France et à l'histoire du colonialisme français, à la manière dont cette histoire est enseignée à l'école ou a été enseignée pendant très longtemps par l'école républicaine. Et donc, si on veut passer de ce pseudo-universalisme à l'universalisme réel, l'universalisme pour tous, et qu'est-ce que c'est ? On va en débattre, on va en parler. Il faut commencer par déconstruire ces mythologies. Je suis tout à fait d'accord avec Julien. Et en fait, il y a deux questions qui ici sont des questions essentielles. C'est la question du pouvoir et la question du privilège. Qui a le pouvoir de l'énonciation ? Qui a le privilège de l'énonciation ? Donc énoncer le commun, énoncer la République, énoncer le groupe, les valeurs du groupe, et donc énoncer, créer l'inclusion, l'exclusion. On parlait tout à l'heure du eux et du nous. Qui est eux ? Qui est nous ? Comment devient-on nous ? Quelle est l'histoire, les valeurs qui fondent le nous ? Et ce qui est intéressant c'est cette querelle autour de l'universalisme. Donc avec Julien, pour faire un peu la part des choses, nous parlons d'un pseudo-universalisme, c'est-à-dire la manière dont cet idéal-là a été dévoyé et la manière dont cet idéal-là, aujourd'hui, est construit comme un bien qui est en danger, donc qui est questionné par des personnes qui veulent remettre en question la chose, la valeur la plus sûre qui nous fonde. Et donc nous, ce que nous faisons dans ce livre, c'est de dire, mais c'est un idéal, c'est un projet, on n'y est pas encore. Et dans l'histoire de cet idéal, il y a eu plusieurs, on peut citer plusieurs instances, l'accès tardif des droits aux femmes, la coexistence de ce pseudo-universalisme-là avec l'institution de l'esclavage, sa coexistence avec le code de l'indigénat, etc. Donc plusieurs réalités historiques qui montrent que cet universalisme-là n'a jamais été véritablement réalisé, qu'il est en cours. Oui, vous dites, même si la situation coloniale est finie sur le plan juridique, il y a quand même des structures, une colonialité donc, qui perdure. Et alors, justement, une autre fonction de ce que nous appelons le pseudo-universalisme, c'est de masquer la perpétuation de ces structures de domination aujourd'hui et la manière dont elles survivent sous des formes plus ou moins discrètes, dont les discriminations ou les violences policières en métropole, enfin, dans l'Hexagone ou aux Outre-mer, l'actualité récente le montre, ces structures sont là. Et encore une fois, il est très important d'en faire la généalogie, de remonter le fil à travers l'histoire de France et l'histoire du colonialisme français, avant de pouvoir s'y confronter et de voir comment on peut les démonter, lutter contre, et effectivement, dire nous, faire en sorte que la production du discours universaliste et la production du discours républicain ne se place plus dans une situation d'antagonisme. Encore une fois, Alain disait eux contre nous, mais qu'on arrive à un socle commun, une res publica, la chose publique, où tout le monde est en mesure de dire nous et de s'approprier ce discours. Réellement inclusif. Donc, Alain Policar, vous expliquez dans votre livre que si l'universalisme est mobilisé dans le discours français de façon critiquable, c'est parce qu'il a été le fauné d'une identité nationale. Alors ça peut paraître justement paradoxal, universalisme versus identité nationale particulière, une identité nationale qui n'est pas seulement nationale, mais qui est aussi hiérarchique et qui est aussi excluante. Est-ce que vous pouvez résumer pourquoi il y a eu cette sorte de fusion qui donne ce pseudo-universalisme, comme disent nos autres invités ? Oui, d'ailleurs, je veux rebondir sur le début de votre question sur l'identité. Si vous voulez, il y a effectivement une fixation sur l'identité du côté ce que j'appelle les nationaux républicains. Le terme ne leur plaît guère, mais effectivement, ce sont des gens qui ont considéré que la nation devait être sacralisée, et je dirais au détriment des principes de la République. Et ce phénomène-là participe d'une occultation de l'histoire, et il faut le dire, je crois qu'on n'a pas encore véritablement pris conscience de l'horreur du racisme colonial. Et il se trouve il me semble que de ce côté-ci, je me tourne vers vous pour savoir si vous le ressentez comme moi, il y a un frémissement important, parce qu'il y a des générations de jeunes chercheurs, et notamment de jeunes chercheuses, qui commencent à s'emparer de ces sujets-là,
qui parle effectivement de ce qu'est le retournement du stigmate, parce qu'au fond, ce retournement du stigmate qui fait couler beaucoup d'encre, parce que ça suppose que l'on revendique précisément une identité parce qu'elle est stigmatisée, et quelque chose qui n'a rien de nouveau. Hein. On a vu ça chez Césaire, chez Senghor, la négritude, qu'est-ce que c'est d'autre que la revendication de ce stigmate-là pour le priver de sa portée polémique et hiérarchisante et péjorative. Aujourd'hui encore, on voit des jeunes chercheurs qui n'hésitent pas à dire « nous sommes racisés ». Et ce terme-là déclenche... Ça choque énormément, parce que, effectivement, le terme de race, pour des gens qui, comme moi, sont plus âgés que mais les deux autres personnes que vous avez invitées, ont vécu avec les déclarations de l'UNESCO sur le racisme. Et avec le fait que parler de race était nécessairement introduire un discours raciste. Alors, je l'ai cru longtemps, en ce qui me concerne, hein. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait parler de race comme on pouvait parler de genre, sans pour autant que ce discours-là pouvait être confondu avec le discours raciste. Et au fond, si la race n'existe pas biologiquement, comme chacun le sait, il existe, comme le dit le grand philosophe Kwame Anthony Appiah, il existe des identités raciales, et on ne peut pas faire comme si elles n'existaient pas, et c'est en quelque sorte des choses qui participent de l'étiquetage social. On ne peut pas ne pas y faire attention, et je dirais même que ne pas y faire attention, c'est vouloir un universalisme indifférent à la couleur. À mon avis, c'est quelque chose de profondément destructeur aujourd'hui. Et vous me disiez, Chassis, c'est intéressant que vous parliez de cette évolution, parce que il me semble qu'on est pas mal, je pense, à évoluer aussi en fonction des interpellations qu'il y a depuis le milieu académique, parce que là, on est sur une émission, on parle de livres, mais il y a aussi évidemment le bouillonnement militant sur ces sujets-là dans plein de secteurs. Vous me disiez que, y compris dans vos livres, à quelques années d'écart, vous avez fait évoluer votre position et quelque part choisi votre camp, entre guillemets, peut-être un peu forcé d'ailleurs par les choses. Je n'avais pas, quand j'ai écrit L'inquiétante familiarité de la race, le titre indiquait bien qu'effectivement, je m'inquiétais de cette revendication qu'on appelait racialiste. En réalité, hier, Jean-François Bayard, dans Le Monde, le dit tout autant. Ce sont les circonstances qui font qu'on se rend compte qu'on ne peut pas être dans le même camp que des gens comme Valls et d'autres, qui précisément ont considéré que la France était l'incarnation de l'universel. Hein. La France, comme les États-Unis, ont cette particularité commune de croire qu'ils incarnent à eux seuls l'universel. Or, évidemment, on sait que la mission civilisatrice conduite au nom de l'universel, c'est le colonialisme. Et sur le colonialisme, on sait maintenant beaucoup plus de choses, je dirais, grâce à des auteurs de talent. Il y a eu un très bon documentaire qui s'appelait Décolonisation du sang et des larmes sur France 2. Et puis, ce que fait Raoul Peck maintenant, c'est essentiel. Qui a été reçu ici. Je renvoie aux émissions de Mediapart, c'est bien. Vous me permettez de faire un peu de promo pour nos contenus. Non, mais c'est important parce que je crois qu'il y a vraiment aujourd'hui une prise de conscience.